Je parle du président de la République. Allez lui dire que lui-même n'a aucun pouvoir sur le coup d'État contre Diomaye. Les médias auraient-ils caché cette information? Une supposée tentative de déstabilisation visant à renverser le gouvernement du président actuel du Sénégal. Il faut qu'il arrête qu'on le pompe pour lui dire c'est toi le président, tu as tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas plus de pouvoir que les autres actuellement, dans la configuration actuelle. Votez Diomaye comme si vous votiez Sonko. Si vous votez Diomaye, c'est parce que c'est Sonko que vous avez voté. On a le recul pour savoir pourquoi il a été empêché. Fait actuellement parler d'elle. Certains s'interrogent sur les personnes qui pourraient être derrière cette affaire. Des spéculations circulent également au sujet d'eux, notamment après l'annonce de sa candidature à la prochaine élection présidentielle, et les informations selon lesquelles il aurait été écarté de certaines fonctions. À ce stade, aucune preuve ne permet toutefois d'affirmer son implication dans une quelconque tentative de coup d'État. La formule de campagne, c'était Diomaye, Moïse, Sonko. C'est-à-dire, votez Diomaye comme si vous votiez Sonko. Si vous votez Diomaye, c'est parce que c'est Sonko que vous avez voté. On a le recul pour savoir pourquoi il a été empêché. Il a été empêché parce qu'avec lui, on craignait que le Sénégal bascule vraiment dans la dynamique du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Quelqu'un, Ousmane Sonko accepterait de laisser passer comme candidat, renonçant lui à la candidature. Sonko accepterait de le laisser passer en partant du principe que lui, Sonko, va le contrôler. Il va contrôler ce candidat-là. Or, ce que Sonko n'a pas vu, c'est que celui qu'on a choisi, ou qu'on lui a permis de choisir, apparemment, était quelqu'un qui n'est pas entièrement aligné sur l'idéologie panafricaniste, néocolonialiste. Et que celui-là même était chargé de neutraliser en fait Sonko. D'empêcher que Sonko accomplisse toute son ambition de Sénégalais enracinés dans la terre casamançaise. Pendant que Sonko pensait pouvoir contrôler la situation, elle lui avait déjà échappé. Dès lors qu'il a accepté la négociation qui l'écartait de la voie à la présidentielle au motif que tu es trop radical, Sonko, tu vois. Et le plus grand de tous, c'est Ouattara. Diomaye est allé en Côte d'Ivoire et il a prononcé des éloges à Ouattara, qui est pourtant un ennemi de la démocratie, un ennemi du pluralisme, un ennemi de la bonne gouvernance. Le jour où Diomaye est allé le faire, j'ai su que le Sénégal allait connaître une crise à la direction de cette terre. Une crise féroce. Mais lui s'en va, moi je serai bientôt président. Mais ça ne se dit pas. Quel est le président dans le monde qui accepterait ça? C'est pas acceptable. Un premier ministre doit jouer son rôle de premier ministre et non pas son rôle de président potentiel. Il y a quelqu'un qui avait écrit dans un article sur la tragédie des premiers ministres. Mais tous pensent pareil. Vous voulez nommer premier ministre, au lieu de faire leur travail, de se faire distinguer par la population, par les réalisations ou tout ça, ils ne songent qu'à prendre la place du président. Et ça, on ne dit pas qu'il ne doit pas la prendre, mais il y a quand même des façons de s'y mettre. Je disais une fois que, vous savez, il y a une loi biologique, tout corps menacé, qui se sent menacé réagit. Ça, il faut que les gens se mettent ça dans la tête. On ne menace pas les gens d'une manière ou d'une autre. Alors, donc... Il faut qu'il arrête qu'on le pompe pour lui dire c'est toi le président, tu as tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas plus de pouvoir que les autres actuellement, dans la configuration actuelle. Il faut qu'il redescende de son piédestal et qu'on se parle en responsable, dans l'intérêt de ce pays. Ceux qui le poussent à aller vers une guerre ne lui rendent pas service. Je lui parle en tant que grand frère, je ne parle même pas du président. Il ne lui rend pas service. S'il ne le fait pas, il va nous entraîner vers une crise dont le pays n'a pas besoin. Les Sénégalais sont fatigués. J'ai l'impression que le président Bassirou Diomaye Faye ne sait pas ce que c'est un gouvernement. On ne forme pas un gouvernement dans ces conditions. Hier, jusqu'à 19h, des militants de PASTEF, ici et de la diaspora, m'ont contacté pour me dire le président vient de m'appeler, il me dit qu'il va me mettre dans son gouvernement. Et vous êtes allé prendre un premier ministre qui n'a rien à voir avec notre combat. J'en profite pour lui demander de rester technocrate, de sortir du jeu politique, puisqu'il a été choisi pour être un technocrate, d'après ce qu'on nous dit. Il n'a qu'à s'en limiter à ça, parce que je sais beaucoup de choses sur ce qui se passe et ce qu'il fait. Par courtoisie, j'ai été très courtois avec lui jusqu'à présent. Il ne faut pas qu'il nous provoque. Monsieur le Premier ministre Al-Amin Lo, restez à votre place. Le champ politique n'est pas le vôtre.
Je parle du président de la République. Allez lui dire que lui-même n'a aucun pouvoir sur mon destin. Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ne m'arrive que ce qu'Allah aura prescrit. Et allez lui dire que ce manque de puissance là vient du fait que lui-même n'est qu'un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Dans cet intervalle, il n'y a que l'usufruit de puissance pour un temps, il n'y a pas de puissance. Wala hawla wala quwwata illa billah. La puissance n'existe et ne réside qu'en Allah. Nulle part ailleurs. Allez lui dire ça. Et vous venez me dire que mes pouvoirs sont éteints. Vous savez, monsieur le commissaire, il y a quelques semaines, j'occupais la station primatoriale. Vous n'aviez même pas accès à moi. Votre patron faisait la queue. Le premier ministre faisait la queue pour me voir. Et c'est ça qui avait conduit à cette fameuse thèse de la dualité au sommet de l'État, puisque j'exerçais la plénitude de la fonction. La rupture d'Ioma et Sonko. Les vraies causes. Il y a des ruptures qui se voient venir. Et il y a celle-là, celle que personne n'a vu venir, celle qui a explosé en pleine lumière et qui a laissé tout un peuple sénégalais sans voix. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas une simple querelle de bureau entre deux hommes politiques. C'est l'histoire d'une alliance sacrée qui s'est brisée net. Et les conséquences, elles sont en train de redessiner tout l'avenir du Sénégal. Restez avec moi jusqu'au bout. Parce que la fin de cette histoire, elle va vous laisser sans voix. Retournons en mars 2024. Deux hommes, une seule voix. Diomaye, moi et Sonko. Diomaye, c'est Sonko. Le slogan qui a porté un inconnu de 44 ans jusqu'au sommet de l'État sénégalais, à peine 20 jours après sa sortie de prison. Un miracle politique que le monde entier a regardé avec stupéfaction. Sonko, empêché de se présenter à cause d'une condamnation qui l'avait privé de ses droits civiques, avait tout misé sur son bras droit. Il l'a fait roi. Et en retour, Diomaye l'a nommé Premier ministre. Le duo parfait, l'alliance qu'on disait incassable. Mais derrière les sourires des meetings, derrière les poings levés devant la foule de Guédiawaye, la fissure était déjà là. Elle est apparue dès juillet 2025. Sonko, cet homme au tempérament bouillonnant, a osé dénoncer publiquement un problème d'autorité dans le pays qu'il venait pourtant d'aider à conquérir. Une phrase qui a fait trembler le palais. Parce que derrière ces mots, il y avait une question brûlante. Qui commande vraiment au Sénégal? Et c'est là que la guerre silencieuse a commencé. Mois après mois, les non-dits se sont accumulés. Les tensions se sont envenimant. Début mai 2026, c'est Diomaye lui-même qui a réagi le premier, pointant du doigt ce qu'il a appelé une personnalisation excessive du pouvoir par Sonko à l'intérieur du PASTEF. Traduction. Sonko prenait toute la place. Sonko écrasait tout sur son passage. Et le président élu, lui, se sentait relégué au second plan dans son propre pays, dans son propre gouvernement. Tant qu'il reste Premier ministre, c'est parce qu'il bénéficie de ma confiance. Cette phrase, Diomaye l'a prononcée en direct à la télévision, devant tout un peuple suspendu à ses lèvres. Écoutez bien ces mots, mes frères, parce qu'ils sonnent comme un avertissement à peine voilé. C'est la phrase d'un homme qui reprend le contrôle. C'est la phrase d'un président qui dit, sans le dire ouvertement, je peux te retirer ce pouvoir à tout moment. Et il ne s'est pas contenté de le dire, il l'a fait. Le Sénégal traversait déjà une crise économique majeure, une crise de la dette qui étranglait le pays, des négociations tendues et interminables avec le FMI. Dans ce climat déjà explosif, la moindre étincelle pouvait tout faire basculer. Et cette étincelle, elle est arrivée fin mai 2026. Diomaye a mis fin, sans prévenir, aux fonctions de son Premier ministre. La fracture était consommée. La presse sénégalaise a réagi avec des titres qui résument à eux seuls l'ampleur du séisme. La fracture. Diomaye prend le pouvoir. Adieu au duo. Guéguerre. Ce soir-là, des centaines de militants se sont rassemblés devant le domicile de Sonko à Dakar pour lui manifester leur soutien. La rue, elle, n'avait pas oublié qui était Sonko. Mais au palais, la décision était irrévocable. Ce que peu de gens savent, c'est que ce que Diomaye venait de faire changeait tout l'équilibre du pouvoir au Sénégal et ouvrait une porte que personne, ni lui, ni Sonko, ne pourrait plus jamais refermer. Dans le prochain thème, je vous révèle ce que Sonko a fait dans les heures qui ont suivi son limogeage. Et pourquoi ce geste a stupéfié tout le pays. Le référendum constitutionnel, la bataille pour le pouvoir. Ce que je vais vous dévoiler maintenant, c'est le combat que Diomaye Faye mène en ce moment même
Un combat qui divise le Sénégal en deux camps irréconciliables. Un référendum, un simple mot, mais derrière lui une bataille de pouvoir sans merci qui pourrait redessiner toute l'architecture de l'État sénégalais. Et croyez-moi, ce qu'on vous cache derrière ce mot technique, c'est explosif. Après avoir limogé Sonko, Diomaye ne s'est pas arrêté là. Il a décidé de frapper encore plus fort en proposant au peuple sénégalais un référendum constitutionnel. Officiellement, il s'agit de réformes portées par le parti PASTEF, le parti que Sonko dirige toujours malgré son limogeage. Mais dans les coulisses, l'histoire est beaucoup plus trouble. Parce que ce référendum, une partie de la classe politique le voit comme une arme, une manière pour Diomaye de consolider son pouvoir personnel face à un Sonko toujours aussi populaire et toujours aussi dangereux pour lui. Le Parti démocratique sénégalais, le PDS, n'a pas mis de gants pour dénoncer ce qu'il considère comme une manœuvre. Dans un communiqué cinglant, le parti a appelé les Sénégalais à voter non, accusant ouvertement Sonko de vouloir provoquer ce qu'ils ont nommé une crise institutionnelle majeure. Les mots employés sont d'une violence rare dans le débat politique sénégalais. Le PDS parle même de tentative de coup d'État institutionnel, accusant Sonko d'être motivé par des intérêts personnels et par ce qu'ils appellent sa soif de pouvoir. Mais attention mes frères, il faut regarder les choses en face. Ce sont des accusations politiques lancées par un parti opposé à Sonko depuis toujours. Ce n'est pas une preuve, c'est une arme de guerre verbale. Un round de plus dans un combat où chaque camp cherche à écraser l'autre dans l'opinion publique. Ce qui est certain, c'est que le climat est électrique et que chaque mot prononcé au Sénégal en ce moment peut mettre le feu aux poudres. Et les tensions ne sont pas restées que dans les mots. Le PDS a également dénoncé une agression physique dont aurait été victime le député Abdou Mbow. Une agression qu'ils attribuent à des parlementaires de PASTEF. Si cette accusation se confirme, ça voudrait dire que la violence politique a désormais quitté les plateaux de télévision pour entrer directement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Un pays où les députés en viennent aux mains, c'est un pays au bord de la rupture. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, Sonko a clôturé la session parlementaire sur un ton que les observateurs ont qualifié de solennel. Un silence pesant. Un homme qui mesure chacun de ses mots, conscient que tout ce qu'il dira désormais sera scruté, interprété, retourné contre lui. Parce que Sonko le sait. Il n'est plus Premier ministre, mais il reste le chef incontesté du parti majoritaire à l'Assemblée. Et ça, aucun référendum ne pourra jamais le lui retirer. Alors la vraie question, mes amis, la voici, ce référendum, est-ce vraiment une réforme démocratique, comme le prétend Diomaye? Ou est-ce un coup calculé pour verrouiller le pouvoir avant que Sonko ne puisse revenir plus fort que jamais? Le peuple sénégalais devra trancher dans les urnes. Mais une chose est sûre, dans le prochain thème, je vous révèle comment Sonko a transformé sa chute en tremplin et le poste stratégique qu'il occupe désormais et qui change absolument toute la donne. Sonko à la tête de l'Assemblée. Le comeback stratégique. Ils pensaient l'avoir enterré politiquement. Ils se sont trompés, et lourdement. Ce que Sonko a fait après son limogeage, c'est un coup de maître que très peu de gens ont vu venir et qui prouve une chose. Cet homme ne recule jamais. Il rebondit. Aujourd'hui, je vous montre comment celui qu'on croyait affaibli s'est redevenu, en quelques jours seulement, l'un des hommes les plus puissants du Sénégal. Quand Diomaye a mis fin aux fonctions de son premier ministre, fin mai 2026, beaucoup ont cru que c'était la fin politique de Sonko. Une chute brutale, humiliante, orchestrée par celui-là même qui l'avait porté au pouvoir. Les titres de presse parlaient de guéguerre, de fracture définitive. Certains y voyaient déjà un homme fini, écarté du jeu, condamné à regarder de loin le pays qu'il avait rêvé de diriger. Mais Sonko avait un plan. Le 26 mai 2026, à peine quelques jours après son éviction, il a été élu président de l'Assemblée nationale. Un retournement de situation spectaculaire. Celui qu'on pensait à terre venait de s'installer à l'un des postes les plus stratégiques de tout l'appareil d'État sénégalais. Parce qu'être président de l'Assemblée, mes amis, ce n'est pas une consolation, c'est une arme redoutable entre les mains d'un homme déterminé. Pourquoi ce poste est-il si dangereux pour Diomaye? Parce que le PASTEF, le parti de Sonko, reste la force majoritaire à l'Assemblée nationale. Et un parti majoritaire à l'Assemblée, dirigé par un homme qui contrôle désormais l'hémicycle lui-même, ça change complètement le rapport de force. Diomaye doit désormais composer avec un adversaire qui siège au cœur même du pouvoir législatif, capable
de bloquer, de ralentir, de compliquer chaque réforme du président. Et il y a pire pour le palais présidentiel. Diomaye doit nommer un nouveau Premier ministre qui devra obtenir l'approbation des députés dans un délai de 3 mois. 3 mois pendant lesquels Sonko et son camp peuvent manœuvrer, négocier ou tout simplement faire monter la pression. Les analyses politiques sont formelles. Si les députés de PASTEF décident de déposer une motion de censure ou de défiance, ils en ont largement les moyens. Diomaye est pieds et poings liés face à cette majorité qu'il ne contrôle plus. Et pour couronner le tout, une règle constitutionnelle verrouille encore davantage la situation. Diomaye ne pourra pas dissoudre l'Assemblée nationale avant novembre 2026, soit 2 ans après le début de la législature. Autrement dit, même s'il le voulait, même si la situation devenait invivable, le président sénégalais n'a aucun moyen de se débarrasser de cette assemblée dominée par les hommes de Sonko avant plusieurs mois encore. Alors qui a réellement gagné dans cette histoire? Diomaye a écarté Sonko du gouvernement, oui. Mais Sonko, en s'installant à l'Assemblée, a peut-être obtenu une position encore plus puissante pour préparer sa revanche. Dans le thème suivant, je vous emmène découvrir l'homme que Diomaye a choisi pour remplacer Sonko et le défi presque impossible qu'il attend à la tête du gouvernement. Le nouveau Premier ministre Lo, un homme entre deux feux, un économiste, un technocrate. Voilà l'homme que Diomaye a choisi pour tenter de sauver un pays au bord du gouffre. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est que cet homme a hérité de la mission la plus impossible de toute l'histoire récente du Sénégal, coincé entre un président qui veut reprendre le contrôle total et un Sonko qui n'a jamais su quitter la partie. Son nom, Ahmadou Al-Aminou Lo, un économiste nommé nouveau Premier ministre du Sénégal après la chute de Sonko, dans un contexte que personne n'envierait. Parce que ce que cet homme reçoit en héritage, ce n'est pas un pays stable, c'est un pays en pleine tempête. Une crise de la dette qui étouffe les finances publiques. Des négociations avec le Fonds monétaire international qui traînent depuis des mois sans issue claire. Et une classe politique tellement fracturée que chaque décision devient un champ de mine. Pourquoi un économiste et pas un homme politique de carrière? La réponse est simple. Mes frères, Diomaye a besoin de résultats concrets, rapidement, pour rassurer les investisseurs et les partenaires internationaux qui observent le Sénégal avec inquiétude depuis le limogeage de Sonko. Le choix d'un technocrate, c'est un message envoyé au monde entier. Le Sénégal veut prouver qu'il reste un pays stable, sérieux, capable de gérer sa dette et de tenir ses engagements financiers, malgré la tempête politique qui secoue son sommet. Mais voilà le piège dans lequel Lo est tombé dès sa nomination. Pour gouverner, il doit obtenir l'approbation de l'Assemblée nationale dans un délai de 3 mois. Et qui contrôle cette assemblée? Le PASTEF, le parti de Sonko, l'homme même que Diomaye vient d'écarter du pouvoir. Autrement dit, le nouveau Premier ministre doit convaincre, ou au moins neutraliser, les députés fidèles à l'homme que son propre président a limogé. Une mission d'équilibriste, presque du funambulisme politique pur. Et pendant ce temps, le pays traverse une crise économique majeure, celle-là même qui avait précipité la rupture entre Diomaye et Sonko. Une question centrale hante désormais tous les esprits au Sénégal. Comment Diomaye pourra-t-il faire adopter ces réformes économiques les plus urgentes alors même que Sonko reste le leader incontesté du parti majoritaire? Chaque texte de loi, chaque mesure d'austérité, chaque négociation avec le FMI devra désormais passer par le filtre d'une assemblée où l'ombre de Sonko plane sur chaque vote. Ahmadou Al-Aminou Lo n'est donc pas seulement un Premier ministre. Il est devenu, malgré lui, le symbole de tout l'enjeu de cette crise. Peut-on gouverner le Sénégal sans l'accord tacite de Sonko? Beaucoup d'observateurs pensent que non. Que sans un minimum de coopération entre le palais et l'Assemblée, le pays risque la paralysie institutionnelle pure et simple, exactement au moment où il ne peut se permettre aucune faiblesse. Alors cet homme survivra-t-il politiquement à cette mission impossible?
Ou deviendra-t-il comme Sonko avant lui, une nouvelle victime collatérale de cette guerre de pouvoir au sommet de l'État? Dans le 5e et dernier thème, je vous dévoile les scénarios qui se dessinent pour les mois à venir et pourquoi novembre 2026 pourrait être la date qui décidera de l'avenir entier du Sénégal. Novembre 2026, le compte à rebours qui va décider de l'avenir du Sénégal. Retenez bien cette date, mes frères et sœurs, novembre 2026, parce que ce mois-là pourrait tout changer pour le Sénégal. C'est la date qui obsède tous les stratèges politiques du pays, la date autour de laquelle s'organisent tous les calculs, toutes les manœuvres, tous les silences pesants du palais présidentiel. Aujourd'hui, je vous dévoile pourquoi ce compte à rebours est en train de déterminer l'avenir de toute une nation. Pourquoi novembre 2026? Parce que c'est seulement à partir de cette date que Diomaye pourra enfin dissoudre l'Assemblée nationale, 2 ans exactement après le début de la législature. Jusque-là, le président sénégalais a les mains liées. Il doit cohabiter, coûte que coûte, avec une assemblée dominée par le PASTEF et présidée par l'homme qu'il a lui-même limogé. Chaque mois qui passe d'ici novembre est un mois de tension permanente. Un mois où le moindre faux pas peut faire basculer le pays dans une crise encore plus grave. Les analystes politiques sont unanimes sur un point. Cette cohabitation forcée s'annonce extrêmement compliquée. Le directeur de recherche Babacar Ndiaye du think tank Washi l'a résumé sans détour. Gouverner avec cette majorité PASTEF à l'Assemblée sera un exercice périlleux pour Diomaye. Et le danger est concret. Il ne s'agit pas de spéculation. Si les députés fidèles, fut-il à Sonko, décident de déposer une motion de censure ou de défiance contre le nouveau gouvernement de l'eau, ils disposent largement des moyens nécessaires pour le faire tomber. Imaginez la scène, mes amis. Un gouvernement fraîchement nommé, un premier ministre économiste sans base politique propre, confronté à une assemblée où son adversaire le plus redoutable détient le marteau du président de séance. Chaque session parlementaire devient un champ de bataille silencieux. Chaque vote, un test de force. Et pendant ce temps, la crise de la dette continue de peser, les négociations avec le FMI restent suspendues à la stabilité politique du pays. Et les investisseurs internationaux observent, inquiets, en se demandant si le Sénégal va tenir le choc. Et il y a cette autre bombe à retardement, le référendum constitutionnel voulu par Diomaye. Si le peuple sénégalais vote oui, le président consolide son pouvoir et change potentiellement les règles du jeu institutionnel avant même d'arriver à l'échéance de novembre. Si le peuple vote non, suivant l'appel du PDS, c'est un désaveu cinglant pour Diomaye, un signal que le pays ne le suit plus totalement, et un boulevard politique qui s'ouvre pour Sonko et ses alliés à l'approche de la dissolution possible de l'Assemblée. Alors que va-t-il se passer entre aujourd'hui et novembre 2026? Est-ce que Diomaye va réussir à stabiliser son gouvernement et neutraliser l'influence de Sonko à l'Assemblée? Ou est-ce que la majorité PASTEF va profiter de chaque occasion pour affaiblir le palais, jusqu'à provoquer une crise majeure bien avant l'échéance fatidique? Une chose est certaine, mes frères, le Sénégal vit actuellement les mois les plus décisifs de son histoire politique récente. Et personne, absolument personne, ne peut prédire avec certitude comment cette guerre de pouvoir va se terminer. Restez connectés parce que je continuerai à vous informer de chaque développement de cette crise qui redessine l'avenir de tout un peuple. Ce que je vais vous révéler maintenant, c'est la bombe financière qui a précédé toutes les autres crises. Avant la rupture entre Diomaye et Sonko, avant le référendum, avant tout ça, il y a eu un scandale d'une ampleur presque inimaginable, un mensonge d'État qui a explosé à la face du monde entier. Et ce mensonge, mes frères, c'est lui qui explique tout ce qui se passe aujourd'hui au sommet de l'État sénégalais. Retournons en avril 2024
À peine arrivé au pouvoir, le président Diomaye Faye demande à la Cour des comptes de mener un audit complet des finances publiques couvrant la période de 2019 à mars 2024. Une décision qui semblait purement administrative. Personne n'imaginait alors ce que cet audit allait déterrer. Les résultats sont tombés comme une bombe. Au 30 et 1 décembre 2023, la dette publique réelle du Sénégal atteignait près de 99,7% du PIB, soit 18 559 milliards de francs CFA, environ 28 milliards d'euros. Un chiffre vertigineux comparé aux 74% officiellement déclarés sous la présidence de Macky Sall. L'écart, mes amis, est proprement hallucinant. La Cour des comptes a mis en lumière des déficits budgétaires largement supérieurs aux chiffres publiés, une comptabilisation incomplète des engagements de l'État, des pratiques de trésorerie irrégulières et des dettes bancaires dissimulées hors budget. Les auditeurs eux-mêmes parlent ouvertement de dettes cachées. Un mot qui résume à lui seul l'ampleur de la trahison. Pendant des années, l'État sénégalais aurait vécu au-dessus de ses moyens réels, en cachant la vérité à son propre peuple et à ses partenaires internationaux. Et le FMI dans tout ça. Le Fonds monétaire international, lié au Sénégal par un programme d'assistance financière, a confirmé l'existence d'engagements non déclarés totalisant environ 7 milliards de dollars entre 2019 et 2023. 7 milliards de dollars, mes frères. De quoi transformer complètement l'équation budgétaire du pays. Dès octobre 2024, l'agence Moody's a dégradé la note à long terme du Sénégal, la faisant passer de B à 3 à B1. Le FMI a suspendu une ligne de crédit de 1,8 milliard de dollars. Le message était clair. La confiance était brisée. Face à cette situation explosive, Diomaye et Sonko, encore unis à l'époque, se sont retrouvés piégés par l'héritage de leurs prédécesseurs. Eux qui avaient promis un programme de relance, de réduction de la pauvreté et de restauration de la souveraineté économique du pays, se sont retrouvés contraints de mettre en œuvre un plan d'austérité. Une austérité brutale dans un pays où près de 37,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Un taux qui dépasse même les 50% dans les zones rurales. Certains observateurs se posent une question dérangeante. Cette impasse budgétaire était-elle en partie voulue? Le projet politique de Diomaye visait justement à réduire l'influence française sur la politique économique et monétaire du Sénégal. Alors, coïncidence ou non, le pays s'est retrouvé enfermé dans un carcan budgétaire qui limite considérablement sa marge de manœuvre face aux institutions de Bretton Woods, ces mêmes institutions qu'il voulait pourtant challenger. Ce scandale de la dette cachée, mes amis, ce n'est pas juste une affaire de chiffres et de rapports financiers, c'est la toile de fond de toutes les tensions politiques qui ont suivi. C'est la pression économique insoutenable qui a nourri les désaccords entre Diomaye et Sonko sur la façon de gouverner. C'est le poison lent qui a fini par faire exploser leur alliance. Et ce poison continue aujourd'hui de couler dans les veines de l'État sénégalais, entretenant une crise dont personne ne connaît véritablement l'issue. Dans le thème suivant, je vous emmène au cœur des négociations les plus tendues avec le FMI. Et je vous révèle pourquoi le gouvernement sénégalais refuse catégoriquement une option que tout le monde attendait. Face au FMI, le pari risqué de Diomaye pour sauver le Sénégal. Il y a des décisions qui peuvent sauver un pays. Et il y a des décisions qui peuvent le couler définitivement. Ce que le gouvernement sénégalais vient de trancher face au Fonds monétaire international, c'est exactement ce genre de pari à très haut risque. Aujourd'hui, je vous dévoile pourquoi Dakar a choisi d'aller à contre-courant de ce que réclament les grandes institutions financières internationales et ce que ce choix pourrait coûter au pays tout entier. Depuis la révélation du scandale de la dette cachée, les négociations entre le Sénégal et le FMI
n'ont jamais vraiment cessé. Décembre 2025, le FMI évoque des progrès significatifs vers un nouveau programme. Janvier 2026, c'est Sonko lui-même, encore Premier ministre à l'époque, qui affirme que le Sénégal n'aura pas besoin de restructurer sa dette. Mais dès février 2026, le ministre des Finances, Cheikh Diba, reconnaît devant les députés que des divergences fondamentales persistent encore avec l'institution de Bretton Woods. Et ces divergences ne sont pas de simples détails techniques. Le cœur du désaccord, c'est la viabilité même de la dette sénégalaise. Pour le FMI, le fardeau est devenu insoutenable. Le pays n'a tout simplement pas les moyens de l'assumer dans sa forme actuelle. Mais le gouvernement sénégalais, lui, rejette catégoriquement cette lecture. Selon Cheikh Diba, le problème du Sénégal n'est pas un problème de solvabilité. C'est une équation de refinancement. Une nuance qui change absolument tout, parce qu'elle justifie le refus obstiné de Dakar face à toute idée de restructuration. Les chiffres, mes frères, donnent le vertige. Entre 2026 et 2028, le Sénégal devra payer près de 14 870 milliards de francs CFA au titre du service de sa dette totale. Le pays a besoin d'environ 6 000 milliards de francs CFA chaque année, soit près de 9 milliards d'euros, uniquement pour honorer ses obligations de refinancement. Face à ces montants vertigineux, début juillet 2026, le ministre Diba a réaffirmé, sans détour devant les députés, que Dakar exclut toute restructuration, privilégiant ce qu'il appelle un plan de traitement interne, jugé moins risqué pour l'économie nationale. Pour prouver sa bonne foi, le Sénégal a même posé un geste fort début juin 2026. Le remboursement anticipé de 2 coupons sur ses eurobonds pour un montant total d'environ 58,7 milliards de francs CFA, soit 89 millions d'euros. Un message clair envoyé aux investisseurs internationaux. Le pays veut prouver qu'il peut honorer ses engagements, malgré la tempête. Mais est-ce suffisant pour rassurer un FMI de plus en plus méfiant? Pendant ce temps, l'économie sénégalaise ralentit dangereusement. La croissance, qui atteignait 6,7% en 2025, est tombée à seulement 2,5% selon les prévisions du ministère de l'économie. Tandis que le FMI lui-même a abaissé sa propre prévision à 2,2%. Et la facture des subventions au carburant pourrait, selon Diba, dépasser l'enveloppe budgétaire de 2026 de près de 2 milliards de dollars. Une pression supplémentaire, alors même que le pays cherche désespérément à convaincre le monde entier de sa stabilité. Pour sortir de cette impasse, Dakar mise sur un vaste programme de réformes structurelles. La création d'une direction unique pour centraliser la gestion de la dette publique, la modernisation de l'administration fiscale, la digitalisation des procédures et surtout la révision des conventions minières et pétrolières. Le gouvernement compte notamment sur les recettes attendues de l'exploitation des hydrocarbures, évaluées à plus de 703 milliards de francs CFA entre 2027 et 2029 pour redresser durablement les finances publiques. La question qui plane sur tout le Sénégal, mes amis, la voici. Ce pari du refus de restructuration va-t-il payer? Diomaye et son gouvernement misent tout sur leur capacité à convaincre les femmes par la discipline et les réformes plutôt que par la renégociation forcée de la dette. Mais si ce pari échoue, si les caisses de l'État ne tiennent pas le choc, c'est tout l'équilibre déjà fragile du pouvoir sénégalais qui pourrait s'effondrer, précipitant une crise économique et politique d'une ampleur encore jamais vue. L'histoire, mes frères, est en train de s'écrire sous nos yeux. Et je continuerai à vous tenir informés de chaque tournant de cette bataille décisive pour l'avenir du Sénégal. Coup d'État contre Diomaye, les médias auraient-ils caché cette information? Une supposée tentative de déstabilisation
visant à renverser le gouvernement du président actuel du Sénégal fait actuellement énormément réagir. Depuis quelques heures, de nombreuses publications circulent sur les réseaux sociaux, alimentant les débats et les interrogations. Certains internautes affirment qu'une opération aurait été préparée pour fragiliser les institutions du pays, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit simplement de rumeurs relayées sans aucune preuve. Pour l'instant, il est important de rappeler qu'aucune information officielle ne confirme l'existence d'un coup d'État ou d'une tentative de renversement du pouvoir. Dans ce contexte, plusieurs noms sont évoqués sur les réseaux sociaux. Parmi eux figure celui d'eux, en raison des récents événements politiques et des débats autour de son avenir. Certains internautes établissent un lien entre la situation actuelle et les tensions qui existeraient au sein du pouvoir. Cependant, il convient de souligner qu'aucun élément de preuve ne permet d'affirmer que cette personnalité est impliquée dans une quelconque tentative de déstabilisation. Ces affirmations restent, à ce stade, de simples spéculations. Les périodes de tension politique favorisent souvent la circulation de nombreuses informations non vérifiées. Les réseaux sociaux permettent à chacun de partager rapidement des publications qui peuvent être reprises des milliers de fois avant même d'être confirmées. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer les faits établis des rumeurs. Les autorités, les médias reconnus et les communiqués officiels demeurent les principales sources permettant de vérifier ce type d'informations. Si une véritable tentative de déstabilisation devait être confirmée, les conséquences pourraient être importantes pour le pays. Une telle situation risquerait de créer un climat d'incertitude politique, d'inquiéter les populations et d'avoir des répercussions sur l'économie, les investissements, ainsi que sur la stabilité des institutions. Dans un État démocratique, toute accusation aussi grave doit être accompagnée de preuves solides et faire l'objet d'enquêtes menées par les autorités compétentes. À ce stade, la prudence reste donc de mise. Les informations qui circulent doivent être vérifiées avant d'être présentées comme des faits. Il est préférable d'attendre les conclusions des enquêtes ou les déclarations officielles afin d'éviter de diffuser des accusations non fondées. Les citoyens ont tout intérêt à s'informer auprès de sources fiables et à faire preuve d'esprit critique face aux nombreuses publications diffusées sur Internet. L'évolution de cette affaire sera suivie avec attention dans les prochains jours. Si de nouvelles informations officielles venaient à être publiées, elles permettraient de mieux comprendre la situation et d'établir les responsabilités, le cas échéant. En attendant, les rumeurs ne doivent pas être confondues avec des faits établis.